Votre cuisine semble parfaitement en ordre en ce moment. Et c'est précisément là où réside le problème. Il y a 10 produits que chaque foyer devrait avoir chez lui avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des gens en manquent au moins quelques-uns, sans même s'en rendre compte. Pas les évidences que tout le monde connaît. Ceux qui décident si votre cuisine continue à fonctionner lorsque tout ce qui l'entoure devient imprévisible. Les prix montent doucement, les emballages rapetissent. Les références les moins chères disparaissent en premier. Quand la majorité des gens s'en aperçoivent, la fenêtre est déjà en train de se refermer. Et l'un des 10 produits de cette liste n'est pas un aliment. Sans lui, chaque autre élément ici devient totalement inutile. Nous y reviendrons. Commençons par le numéro 10. Numéro 10, les tomates en conserve. Voici une question qui mérite d'être posée sérieusement. Si votre foyer devait se nourrir uniquement de ce qui se trouve en ce moment dans votre cuisine, pendant 5 ou 6 jours consécutifs, qu'est-ce qui lâcherait en premier? La plupart des gens se trompent dans leur réponse. Ils disent « manquer de nourriture ». Mais ce n'est presque jamais ce qui se passe réellement. Ce qui se passe en premier, c'est autre chose. Les aliments cessent d'être perçus comme de la nourriture. Le corps ne s'arrête pas d'avoir besoin de calories. Il s'arrête d'accepter ce qu'on lui propose. Sec, salé, répétitif. Et une fois ce seuil franchi, les gens mangent moins sans en avoir décidé. Ils gaspillent davantage sans s'en rendre compte. Ils sautent des repas, non pas parce qu'il n'y a rien, mais à cause d'une résistance silencieuse. C'est là le véritable mode d'échec de la plupart des réserves alimentaires. Les tomates en conserve sont ce qui l'empêche. Non pas parce qu'elles sont nutritionnellement exceptionnelles. Elles apportent des fibres, du potassium et du lycopène, des contributions modestes. Leur fonction est structurelle. Une seule boîte transforme du riz nature en un vrai plat. Elle donne de l'acidité, de l'humidité et de la chaleur à une boîte de poisson ou de viande. Le repas redevient appétissant. Pensez à ce que la tomate représente dans la cuisine française et méditerranéenne. Ce n'est pas un ingrédient parmi d'autres, c'est un pivot. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est la façon dont les tomates en conserve disparaissent réellement des rayons. Pas de façon spectaculaire. Elles s'amenuisent. Le prix monte légèrement. La boîte rétrécit imperceptiblement. La référence la moins chère ne revient plus après avoir été écoulée. Derrière chaque conserve se cache une chaîne d'approvisionnement construite sur des saisons de récolte, des prix du métal, des coûts de transport. Quand une partie de cette chaîne se tend, le rayon ne se vide pas, il se clairsème. Et dans un rayon clairsemé, vous ne choisissez plus, vous prenez ce qui reste. Conservation. La plupart des variétés gardent leur qualité entre 12 et 18 mois. Rangez-les à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe. Jetez toute boîte bombée, profondément cabossée ou dégageant une odeur suspecte à l'ouverture. Une dernière chose, et elle compte davantage qu'on ne l'imagine. Pour les personnes âgées, la texture et la saveur déterminent si un repas sera mangé ou laissé de côté. Un peu de sauce, un peu de moelleux, une légère acidité. Cette différence sépare une nutrition correcte d'un appauvrissement lent sur plusieurs semaines. Ne traitez pas les tomates en conserve comme un luxe. Elles sont ce qui relie tout le reste de cette liste en quelque chose de mangeable. Vient ensuite un produit que la plupart des guides de réserves alimentaires ignorent entièrement. Cette omission est une erreur. Et la raison pour laquelle il importe est plus pratique qu'on ne le croit. Numéro 9. Le vinaigre blanc. La plupart des guides d'urgence alimentaire sautent complètement cet élément. Réfléchissez à pourquoi. La raison est exactement la même que celle qui met la plupart des foyers en difficulté. Quand les options se réduisent, les gens planifient la pénurie. Ils ne planifient presque jamais l'aversion. Voici ce qui se passe réellement quand la variété des repas se rétrécit. Ce ne sont pas les réserves qui s'épuisent en premier, c'est la volonté de les manger. Une casserole de lentilles réchauffées pour la 3e fois. Du riz froid et compact. Du thon en boîte dont l'odeur s'est intensifiée. Rien de tout cela n'est avarié. Tout est comestible, mais le foyer cesse silencieusement d'y toucher. Et c'est là que commence le gaspillage. Pas par manque, par résistance. Le vinaigre blanc résout un problème que la plupart des systèmes de réserve ignorent complètement. Il réinitialise les saveurs. Une petite quantité d'acidité coupe la lourdeur, soulève les odeurs fortes et rend le repas d'hier digne d'être terminé aujourd'hui. Rien d'autre sur cette liste ne fait ça. Quelques rondelles d'oignons, quelques lamelles de carottes ou de choux deviennent une pickles rapide en quelques heures. Vinaigre, sel, eau, c'est tout ce qu'il faut. Cette petite garniture à côté du riz ou des pâtes change le caractère de tout le repas. Pas radicalement, juste assez. Et quand les repas se répètent jour après jour, juste assez fait toute la différence. Il y a aussi un argument économique qui est rarement formulé. Quand la nourriture est chère,
L'objectif n'est pas seulement d'en acheter plus, c'est d'en gaspiller moins de ce qu'on a déjà. Le vinaigre blanc prolonge la durée de vie utile des ingrédients. C'est un avantage considérable contenu dans une bouteille qui coûte moins d'1 euro. Sa stabilité à l'étagère est pratiquement indéfinie lorsqu'il est scellé et conservé dans un endroit frais et sombre. Pas de réfrigération, un espace minimal, et il gère une gamme de problèmes culinaires qu'aucun autre produit de cette liste ne peut résoudre seul. L'erreur consiste à le traiter comme un condiment de cuisine ordinaire. C'est un outil de protection alimentaire. Numéro 8. Les grains de maïs à éclater. Arrêtons-nous une seconde. C'est le produit que la plupart des gens passent en revue rapidement. Il a l'air anodin. Il ressemble à une gourmandise, pas à une stratégie. Et cet instinct, celui qui dit que ça n'a pas sa place sur une liste sérieuse, est précisément la raison pour laquelle il s'y trouve. La valeur des grains de maïs à éclater n'est pas celle que la plupart des gens cherchent. Commençons par l'économie. Un grand sachet de pop-corn déjà soufflé, c'est surtout de l'air, de l'emballage, des arômes et une marge. Vous payez pour le volume, pas pour la substance. Les grains bruts sont l'opposé. Compact, dense, un petit récipient hermétique contient de nombreuses portions. Ils ne se dilatent que lorsque vous les utilisez, ce qui signifie que vous stockez une densité calorique réelle sans payer pour la présentation. Mais ce n'est pas le point principal. Voici ce que la plupart des guides de préparation ratent complètement, et c'est plus important que le calcul calorique. Quand un foyer mange du riz, des haricots, des pâtes et des protéines en conserve en rotation pendant plusieurs jours, les repas ne deviennent pas seulement monotones. L'atmosphère de la maison change. Les repas cessent de faire partie d'une vie normale. Ils commencent à ressembler à de l'endurance. Ce basculement a de vraies conséquences sur la concentration, le moral, la façon dont les enfants et les personnes âgées tiennent le coup sous la pression. Un bol de popcorn chaud, avec son odeur familière qui s'échappe de la casserole, fait quelque chose qu'aucun calcul nutritionnel ne prend en compte. Il redonne à la soirée un sentiment de normalité. Il offre au foyer quelque chose autour duquel se réunir qui ne ressemble pas à un exercice de survie. Pour les enfants, c'est du réconfort. Pour les personnes âgées, c'est léger sur l'estomac et facile à manger quand l'appétit est bas. Pour tout le monde, c'est quelques minutes de vie ordinaire. Et dans une période difficile, ça a une vraie valeur. La préparation est flexible. Plaque de cuisson, réchaud à gaz, réchaud à alcool, sans électricité. Assaisonné avec ce qui est disponible. Conservation, gardez-les au sec. L'humidité est la seule vraie vulnérabilité. Un récipient hermétique dans un endroit frais et sec. Les grains ayant absorbé de l'humidité ne gonflent pas correctement et deviennent inutilisables. Ne sautez pas cet élément parce qu'il vous semble désinvolte. C'est l'un des produits les plus malins de cette liste et l'un des moins chers. Une question rapide avant de continuer. Si votre foyer devait se nourrir de ses réserves pendant 3 jours à partir de ce soir, quel produit pensez-vous manquerait en premier ? Gardez ça à l'esprit pendant que nous avançons. Nous arrivons maintenant aux protéines, et il y a une fenêtre qui se referme discrètement quand les systèmes alimentaires subissent une pression. Numéro 7. Le poisson en conserve. Personne ne choisit le poisson en conserve plutôt que le poisson frais parce qu'il a meilleur goût. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est que lors d'une journée difficile, une coupure de courant, une chaîne d'approvisionnement perturbée, une semaine où le supermarché est difficile d'accès, le poisson en conserve est la protéine qui est réellement là. Le poisson frais, non. La protéine fraîche a des conditions. Une réfrigération constante, une électricité fiable, un timing serré. Quand l'une de ces conditions disparaît, même brièvement, le poisson frais cesse d'être un atout et devient un problème à résoudre immédiatement. Le poisson en conserve n'a pas de telles contraintes. Il attend dans le placard sans rien exiger de vous aujourd'hui. Voici la fenêtre que la plupart des foyers ratent. Quand les prix de la viande fraîche augmentent, et ils ont tendance à bouger avant la plupart des autres sources de protéines, les acheteurs se reportent de façon prévisible vers les alternatives en conserve. Les rayons commencent à se clairsemer. Les variétés de qualité partent en premier. Les références abordables sont prises plus vite qu'elles ne sont réapprovisionnées. À ce moment-là, le choix n'est plus ce que vous préférez, c'est ce qui reste. Nutritionnellement, une petite boîte de sardines, de thon ou de maquereau apporte des protéines, des lipides significatifs et dans le cas des sardines et du maquereau, des acides gras oméga 3 appréciables. La durée de conservation va de 2 à 5 ans pour une boîte non endommagée et correctement stockée. La flexibilité pratique est ce qui rend cela vraiment puissant dans une cuisine limitée. On peut le consommer directement, sans cuisson, mélangé au riz, incorporé dans des pâtes, combiné avec des tomates en conserve pour une sauce rapide.
Une petite quantité de vinaigre blanc et de poivre noir réduit l'odeur forte et le rend plus agréable pour les membres du foyer les plus sensibles. Il y a aussi une valeur qui est rarement reconnue. Un jour où vous êtes fatigué et que vous gérez plusieurs problèmes à la fois, le poisson en conserve supprime toute une catégorie de prise de décision. Pas besoin de vérifier la fraîcheur, pas de timing, pas de risque d'altération. On ouvre, on combine, on mange. Dans les périodes de stress élevé, moins de petites décisions signifient plus de capacité mentale pour ce qui compte vraiment. Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière directe. Jeter toute boîte bombée, rouillée, qui fuit ou dégage une odeur inhabituelle à l'ouverture. Numéro 6. Le sel. Le sel est dans votre cuisine depuis toujours. Cette familiarité est exactement pourquoi la plupart des gens n'y réfléchissent jamais sérieusement. Voici comment recadrer la question. Quand les prix des aliments augmentent et que chaque ingrédient devient plus difficile à remplacer, le coût du gaspillage augmente avec eux. Des légumes qui ramollissent un jour trop tôt, une protéine dont l'odeur rend la cuisson plus difficile, des restes qui n'ont pas duré. Ce sont des pertes silencieuses, le genre qui s'accumule sur des semaines. Le sel intervient avant que ces pertes ne surviennent. Il agit plus tôt dans le processus que le vinaigre. Appliqué sur des légumes coupés, il extrait l'humidité et ralentit le ramollissement qui mène à la dégradation. Appliqué sur la viande ou le poisson avant la cuisson, il réduit les odeurs fortes et facilite la manipulation des protéines. Il ne crée pas de nourriture nouvelle, il protège celle qui existe déjà. Une chose que la plupart des foyers ne calculent pas. Quand on cuisine davantage à la maison, en se reposant sur des denrées sèches, l'utilisation du sel augmente considérablement. La plupart des foyers en ont un peu. Très peu ont réfléchi à la quantité réelle que représente une cuisine intensive quotidienne sur plusieurs semaines. Règle de conservation. Gardez-le absolument au sec. L'humidité provoque rapidement des grumeaux. Un bocal en verre hermétique ou un récipient fermé, à l'abri de l'évier et des plaques. Le sel ordinaire, conservé correctement, a une durée de conservation pratiquement indéfinie. Le sel iodé perd une partie de sa teneur en iode au fil du temps, mais reste entièrement fonctionnel pour la cuisson. Le sel est si peu cher que se préparer en conséquence semble superflu. C'est précisément le piège. Le coût d'une surpréparation ici est quasiment nul. Le coût d'une pénurie se ressent dans chaque repas. Numéro 5. Les épices entières. Le premier jour où l'on se nourrit de ces réserves, tout semble gérable. Le troisième jour, quelque chose change. La nourriture est toujours là, mais chaque plat a la même qualité plate et salée. Chaque repas sent exactement comme le précédent. C'est là que commence un échec, dissimulé dans la plupart des réserves de cuisine. Un échec qui n'a rien à voir avec la quantité de nourriture restante. Les gens planifient des calories. Ils comptent des boîtes, mesurent le riz, calculent des portions. Ce que presque personne ne planifie, c'est la fatigue sensorielle. C'est le point où le corps commence à rejeter la nourriture, non pas par manque de nutrition, mais par absence de variété dans les saveurs et les arômes. Quand ce seuil est franchi, les gens mangent moins sans en décider. Ils sautent des repas. Ils jettent de la nourriture qu'ils auraient normalement terminée. Les réserves sont techniquement intactes. Le foyer ne mange pas bien. Les épices entières existent précisément pour prévenir cet effondrement. Poivre noir, cumin, cannelle, clou de girofle, coriandre en grains. Dans une cuisine fonctionnant sur des ingrédients limités, ces épices permettent aux mêmes aliments de base de produire des expériences véritablement différentes d'un jour à l'autre. Un bol de porridge avec du poivre noir fraîchement moulu est fondamentalement différent du même porridge sans lui. Une casserole de lentilles avec un peu de cumin légèrement torréfié a une chaleur et une profondeur qui en font un vrai repas, pas juste des protéines. De petits changements, de vraies conséquences sur la volonté d'un foyer à manger. Voici la distinction essentielle que la plupart des gens ratent jusqu'à ce qu'ils atteignent pour une épice et la trouvent inutile. Les épices moulues ont déjà eu leurs huiles essentielles exposées à l'air. Dès qu'une épice est moulue, les composés volatiles producteurs d'arômes commencent à se dissiper. Un flacon de cumin moulu ouvert depuis 6 mois n'a qu'une fraction de sa puissance d'origine. Il a l'air identique, mais ajouté à la nourriture, il n'apporte presque rien. Les épices entières conservent leurs huiles essentielles jusqu'à ce qu'on les concasse ou les moude. Un grain de poivre scellé maintient sa puissance pendant des années. Vous libérez la saveur quand vous en avez besoin, pas avant.
Conservé dans des bocaux en verre hermétique, dans un endroit sombre, frais et sec, loin de la cuisinière qui introduit chaleur et humidité, dégradant les arômes au fil du temps. L'objectif n'est pas une belle collection d'épices, c'est une collection fonctionnelle. Numéro 4. L'huile de cuisson. Voici quelque chose qui se produit régulièrement dans les cuisines qui se reposent sur des réserves alimentaires et que presque personne ne reconnaît pour ce que c'est. Vous avez mangé, le repas était de taille normale, l'estomac n'est plus vide, mais après 1 heure, l'énergie s'estompe, la concentration baisse. Vous avez de nouveau faim avant que le prochain repas ne devrait logiquement commencer. La plupart des gens supposent qu'ils n'ont pas mangé assez. Ce n'est généralement pas le problème. Le problème, c'est le gras. Le gras est le macronutriment le plus énergétique disponible. Il délivre plus du double des calories par gramme des glucides ou des protéines. Au-delà des chiffres bruts, le gras change la qualité fonctionnelle d'un repas. Il ralentit la digestion. Il crée une satiété qui dure. Il ajoute de l'onctuosité à des aliments qui seraient autrement secs et inconsistants. Du riz sans gras remplit l'estomac. Du riz avec une petite quantité d'huile offre une vraie endurance. Une cuillerée d'huile ne rend pas un plat simple opulent. Elle le rend fonctionnel. C'est la différence entre manger et être vraiment nourri. Et cette différence se cumule sur des jours. Sans huile, le rissolage est impossible. Le pain plat devient sec et difficile. Les légumes bouillis sans gras manquent de saveur et de texture. La cuisine perd une capacité fondamentale, et chaque repas s'en ressent. L'huile a une vulnérabilité qui mérite d'être gérée délibérément. Elle rancit progressivement et silencieusement. Lumière, chaleur et oxygène. Une bouteille stockée près d'une fenêtre ou à côté de la cuisinière peut se dégrader pendant des semaines avant que le mauvais goût ne devienne évident. Une fois rancie, l'huile n'est pas simplement désagréable. La consommation régulière d'huile oxydée est genuinement déconseillée. Endroit sombre et frais. Bouchon entièrement fermé après chaque utilisation. Les bouteilles les plus anciennes utilisées en premier, remplacées par du stock frais. L'objectif est une huile fraîche et fonctionnelle, pas une grande réserve de gras dégradé dans le placard. Numéro 3. La farine. Chaque autre élément de cette liste fait la même chose. Il prolonge ce que vous avez déjà. La farine est différente. La farine élargit ce que vous êtes capable de faire. Quand le pain devient plus cher, quand les biscuits se font rares, quand les produits transformés coûtent plus qu'ils ne valent, le foyer qui a de la farine conserve de vraies options. Pas des options commodes, des options réelles. La capacité à produire du pain plat sur une plaque avec de la farine, de l'eau, du sel et un peu d'huile signifie que la cuisine n'est plus seulement un lieu de consommation. Elle devient un lieu de production. Cette distinction compte énormément quand les options extérieures se resserrent. La France a une culture profonde du pain. Ça ne disparaît pas en période difficile, ça devient plus précieux. 100 grammes de farine fournissent environ 350 à 370 calories, principalement sous forme de glucides, avec une quantité modeste de protéines. Pas un aliment complet, mais une base calorique extrêmement flexible. Voici la fonction spécifique que la plupart des gens ne considèrent jamais. La farine est un multiplicateur de portions. Une seule boîte de viande en conserve, mangée directement, peut nourrir 1 ou 2 personnes une fois. Utilisez la farine pour faire du pain plat et transformer cette même viande en garniture. La même protéine nourrit maintenant plus de personnes dans un format plus satisfaisant. L'utilité s'est considérablement élargie sans changer les ingrédients. Un bouillon mince devient un repas substantiel lorsque de la farine y est incorporée pour l'épaissir. La farine se connecte avec le lait en poudre, l'huile, le sel et les tomates en conserve, amplifiant presque tous les autres éléments de cette liste. La conservation exige une attention spécifique. La farine absorbe l'humidité, attire les insectes et capte les odeurs environnantes. Les récipients hermétiques sont indispensables. La farine blanche, tout usage, conservée correctement pendant 12 à 18 mois sans traitement particulier, plus longtemps avec des absorbeurs d'oxygène ou sous vide. La farine complète a une durée de conservation plus courte en raison de sa teneur en huile naturelle. La farine n'a pas l'air impressionnante dans un sac, mais quand la cuisine a besoin de produire plutôt que de simplement consommer, c'est l'un des articles les plus stratégiquement précieux du placard. Les 3 derniers éléments sont là où la plupart des foyers ont les plus grandes lacunes. Numéro 2, le lait en poudre. Il y a un scénario que la plupart des plans de réserve alimentaire ne prévoient jamais. Non pas un jour où le placard est vide, un jour où le placard est en ordre, mais la personne assise à table ne peut pas manger ce qu'il contient. Le riz est là,
la protéine en conserve est sur l'étagère. Le repas pourrait techniquement être préparé, mais quelqu'un dans le foyer, épuisé, souffrant ou simplement à bout de patience pour les aliments denses et lourds, ne peut pas faire face à une assiette pleine de plus. Un enfant qui refuse de manger, un parent âgé dont l'appétit s'est effacé, un adulte dont le système digestif ne tolère plus la répétition. Dans cet état restreint, le corps a toujours besoin de nutrition. Il en a juste besoin sous une autre forme. C'est la lacune que le lait en poudre comble, et la plupart des foyers ne la reconnaissent que quand ils sont déjà dans cette situation. Avant d'être reconstitué, il est compact et stable à température ambiante. Pas de chaîne du froid, pas de calendrier d'achat mesuré en jours, pas de fenêtre d'expiration qui vous presse de l'utiliser rapidement. Un récipient scellé peut rester pleinement utilisable pendant plusieurs mois, voire bien plus d'un an dans certaines formulations. Il se dissout dans de l'eau chaude pour une boisson simple. Incorporé dans un porridge, il ajoute des protéines et une texture plus crémeuse, sans complexité supplémentaire. Il s'intègre dans des recettes à base de farine, entre dans les boissons chaudes, les soupes légères, ou se combine à des flocons d'avoine pour produire quelque chose de chaud, de doux et facile à consommer sans effort. Ça compte le plus dans les jours où l'effort est rare. Le lait en poudre ne rend pas une situation difficile confortable, mais il empêche le déclin nutritionnel de s'accélérer pendant les jours où l'appétit est au plus bas. Conservé dans un récipient hermétique, frais, sec, à l'abri de la lumière directe. Refermé hermétiquement après chaque ouverture. Numéro 1. L'eau. Tout sur cette liste dépend d'une seule chose que la plupart des foyers n'ont jamais vraiment préparée. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas préparée est la même raison pour laquelle ils sont exposés. L'eau est trop familière. Vous ouvrez le robinet et elle apparaît. Vous cuisinez avec, vous la mélangez, vous vous lavez avec, sans jamais vous arrêter pour réfléchir à ce qui se passe si ça s'arrête d'être vrai. Voici ce que la plupart des gens n'ont jamais réellement calculé. Avant qu'un seul repas soit possible, l'eau est déjà intervenue plusieurs fois. Pour cuire le riz, préparer le porridge, reconstituer le lait en poudre pour quelqu'un qui ne peut pas manger d'aliments solides, rincer les ustensiles, se laver les mains avant et après avoir manipulé des protéines. Avant la première bouchée, l'eau a été nécessaire 5 ou 6 fois, au minimum. Quand elle disparaît, même temporairement, la cuisine ne ralentit pas, elle s'arrête. Une panne d'électricité de 48 heures peut interrompre les systèmes de pompage de l'eau municipale. Une rupture de canalisation coupe l'alimentation sans avertissement. Une perturbation du traitement de l'eau rend ce qui est disponible dangereux. Rien de tout cela n'exige une catastrophe majeure. Ce sont des défaillances d'infrastructures ordinaires qui se produisent régulièrement. À Paris, à Lyon, à Marseille, dans les petites communes, partout. Et dans chaque cas, un foyer sans eau stockée passe de l'inconvénient à l'incapacité réelle à fonctionner en quelques heures. Voici la distinction que la plupart des conseils sur l'eau ratent, et c'est la chose la plus pratique de tout ce propos. L'eau ne devrait pas être stockée comme une seule réserve indifférenciée. Elle doit être divisée par usage. L'eau potable est la priorité absolue. Récipient hermétique, frais et sombre, renouvelé régulièrement. L'eau de cuisson pour le riz, le porridge, les légumes secs et les préparations à base de farine doit être stockée séparément. L'eau d'hygiène pour le lavage des mains et le nettoyage de base n'exige pas le même niveau de qualité que l'eau potable, mais elle doit quand même être planifiée explicitement. Un foyer qui stocke de l'eau potable mais n'a pas prévu d'eau de cuisson et d'hygiène se retrouvera à rationner d'une façon qui compromet à la fois la santé et la qualité des repas dans la première journée. La quantité réelle nécessaire pour ces 3 usages sur 48 heures est presque toujours supérieure aux estimations initiales. L'eau en bouteille commercialement scellée doit être stockée à l'abri de la chaleur et de la lumière directe. Pour l'eau stockée soi-même dans des récipients alimentaires, un remplacement régulier est nécessaire. Plusieurs petits récipients offrent une redondance qu'un seul grand récipient ne fournit pas. Sans eau, le système de réserve alimentaire n'existe pas. C'est un placard d'articles attendant une condition qui n'a pas été remplie. Chaque élément de cette liste, le riz, le poisson, la farine, le lait en poudre, l'huile, le sel, les épices, les tomates en conserve, le vinaigre blanc, les grains de maïs soufflés, la viande en conserve, a besoin d'eau pour devenir un repas. Pas certains d'entre eux, tous, sans exception. L'eau n'est pas un article intéressant à stocker. Il n'y a pas de variété à comparer, pas de décision de produit à prendre. C'est simplement le fondement non négociable sous tout le reste. Si votre approvisionnement était interrompu demain pendant 48 heures,
La vraie question est de savoir si votre foyer en a assez, pas seulement pour boire, mais pour cuisiner, se laver et maintenir le fonctionnement de base. Pour la plupart des foyers, la réponse est non. Rien de tout cela ne nécessite de paniquer. Ça vaut la peine de le dire directement. Quand on pense à la sécurité alimentaire, l'instinct est d'imaginer des scénarios dramatiques. La réalité est plus silencieuse et plus gérable que ça. L'insécurité alimentaire n'arrive pas avec un événement catastrophique unique. Elle arrive avec de petits glissements qui s'accumulent, des prix qui montent imperceptiblement, des choix qui se réduisent discrètement, des cuisines qui étaient parfaitement adéquates pour des conditions normales et qui commencent à montrer leurs lacunes, pas de façon spectaculaire, mais régulièrement. Les 10 produits présentés ici ne sont pas des rations de survie, ce sont les composantes d'un système alimentaire fonctionnel. Ensemble, eau, riz blanc, viande en conserve, lait en poudre, farine, huile de cuisson, épices entières, sel, poisson en conserve, grains de maïs soufflés, vinaigre blanc et tomates en conserve, ils donnent à une cuisine la capacité de produire de vrais repas dans une large gamme de conditions. Coupure d'électricité, perturbation de l'approvisionnement, hausse de prix, ou simplement une semaine où se rendre au supermarché est vraiment difficile. L'approche ne consiste pas à tout acheter d'un coup. Ajoutez un produit à chaque course. Faites tourner le stock. Stockez chaque article correctement. Construisez progressivement et avec intention, de sorte que lorsque les conditions extérieures deviennent incertaines, les conditions à l'intérieur de la cuisine restent stables. Une cuisine préparée n'est pas un signe de peur, c'est un signe de lucidité. Ça signifie que lors d'une journée difficile, le foyer s'assoit quand même à table pour un vrai repas. Que les personnes dont vous êtes responsable se sentent encore prises en charge. De ces 10 produits, lequel votre foyer a-t-il actuellement le moins ? Commencez par celui-là. Construisez à partir de là. L'objectif est une cuisine qui ne dépend pas du fait que tout se passe bien dehors. Parce que tôt ou tard, quelque chose dehors ne se passera pas bien.